Je suis très heureuse que cet anniversaire des 20 ans de la SF Coach nous ait permis de nous réunir aujourd'hui très nombreux. Comme vous l'avez compris, je tiens à remercier très officiellement Pascal Pougnier, le grand architecte de cet événement, qui a depuis des mois œuvré avec toute une équipe et qui aujourd'hui nous permet d'être dans un lieu où la réflexion va avoir la part très belle. Réflexion sur le coaching, donc ses fondements et son avenir. Donc la question que je me suis posée pour ouvrir ce colloque, qui correspond, je dirais, 20 ans pour une association, c'est quand même la maturité. Je me suis posé une question et je suis partie de là pour vous parler du coaching par rapport à ce que nous dit Václavic des sources du constructivisme. Václavic est le chef de file de Palo Alto et qui s'est appuyé énormément sur le constructivisme. Je vais donc vous en parler dans ce que nous ne savons pas la plupart du temps, c'est-à-dire que les sources sont philosophiques. En ce qui concerne Emmanuel Kant, je vais vous en dire quelques mots pour que nous situions bien les raisons pour lesquelles Paul Václavic s'est appuyé sur le courant constructiviste. Il se trouve que Kant était un admirateur de Jean-Jacques Rousseau. C'est la même époque, c'est les philosophes des Lumières. Kant en Allemagne, Jean-Jacques Rousseau en France. Et nous avons là un recoupement qui va beaucoup nous intéresser sur les fondements du coaching. Et puis je terminerai par Sigmund Freud, qui, par son concept de sublimation, va nous aider énormément à comprendre pour quelles raisons le travail, l'espoir de s'y réaliser, la peur de s'y perdre peuvent avoir tant d'importance. Donc je reprends ma question de base, si je peux dire. D'où la pratique du coaching tire-t-elle sa pertinence et sa solidité au point d'avoir mis en évidence l'importance essentielle du travail dans la vie des hommes, leur désir de s'y réaliser, comme je vous le disais à l'instant, et éventuellement la peur de s'y perdre. Donc l'occasion de ce colloque va nous permettre de revoir ces aspects-là qui sont souvent, j'allais dire, ou mis de côté ou oubliés. Donc je vous lis la citation qui est affichée. Hume, Kant et Schopenhauer, d'autres également, ont insisté sur le fait que de la réalité réelle, nous ne pouvons avoir qu'une opinion, une image subjective, une interprétation arbitraire. D'après Kant, c'est toujours Václavic qui écrit, l'erreur consiste à prendre la façon dont nous déterminons, divisons, déduisons des concepts pour les qualités des choses en elles-mêmes. Donc vous allez voir, on y revient à cet aspect-là. Schopenhauer, dans La volonté de la nature, écrit en 1836 « Telle est la signification de la grande doctrine de Kant que la téléologie, l'étude des buts de la nature, est introduite dans la nature par l'intellect qui, donc, s'émerveille d'un miracle par lui-même créé. » Il faut dire que ce passage sur Kant me tient à cœur dans la mesure où le constructivisme, qui est un courant de pensée épistémologique actuel, s'est en fait non seulement appuyé sur la théorie de la connaissance de Kant, mais n'en a pas fait référence, comme Paul Václavic a eu l'honnêteté de le faire. Donc, je vais vous indiquer en quoi Kant nous intéresse. Il a séparé, en fait, le fait de penser et le fait de connaître. Connaître et penser sont distincts dans la théorie de Kant. Donc, la théorie de la connaissance, elle porte sur un principe extrêmement bien défini, qui est qu'on ne peut connaître que par l'intermédiaire de notre expérience sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance nous parvient par le fait que nous sommes en contact avec les autres, les objets, notre environnement, et que c'est ce filtre-là qui nous permet d'acquérir la connaissance.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pensée? Ce que Kant appelle la raison pure, c'est que la raison va nous permettre de faire des liens entre les éléments de connaissance et donc de construire notre savoir. À partir du moment où on dit le mot construire, vous entendez bien qu'il y a une résonance tout de suite. Hein. Et donc, Kant avait, alors je ne dirais pas coutume de dire, mais de répéter dans ses écrits, rien n'est donné, tout est construit. Donc, vous voyez que le terme lui-même a des fondements qui remontent quand même au XVIIIe siècle. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Kant nous intéresse dans la mesure où il a été le philosophe, certes, des Lumières en Allemagne, mais dans la mesure aussi où il a créé une rupture franche avec les philosophes du XVIIe siècle, en particulier Descartes et Spinoza, qui mettaient Dieu au centre de leur doctrine. Kant va mettre l'homme au centre de sa doctrine. Et donc, cela va changer le point de vue. Donc, il y a autre chose. Oui, il y a autre chose que je peux dire pour que la différence entre phénomène et noumène soit claire. C'est que notre pensée, notre raison pure, nous permet de réfléchir, de penser en dehors de l'expérience sensible, c'est-à-dire l'intellect lui-même qui fonctionne pour lui-même. Il se trouve qu'avec cette fonction de la pensée, qui est capable de créer des concepts sans être passé par l'expérience sensible, nous arrivons à ce qu'on appelle on va dire la métaphysique, hein, et à partir de ce moment-là, on peut imaginer tout ce que l'on veut, mais ça ne fait pas partie de ce que l'on peut connaître. Il s'agit d'une élaboration psychique qui ne correspond pas à une expérience sensible. Ernst von Glasersfeld est on va dire, le champion du constructivisme, ainsi que Heinz von Förster, qui, lui, est un physicien allemand qui, effectivement, a beaucoup apporté à la cybernétique de second ordre. Qu'est-ce que nous dit Ernst von Glasersfeld? Nous ne pouvons pas dire si notre connaissance est vraie. Nous n'avons pas d'autre façon d'atteindre le monde extérieur que de l'expérimenter. La connaissance est une construction du monde, une façon de le penser à partir de notre expérience, et c'est en aucun cas une description du monde. Ce que nous appelons connaissance n'est pas donné par une réalité extérieure que nous découvririons, mais est construit par nous-mêmes. Alors, donc vous remarquez qu'il s'agit là de la transcription de la théorie de la connaissance de Kant. Mais pour quelle raison le constructivisme est important aujourd'hui et qu'est-ce que Paul Václavík veut nous apprendre grâce à cela? Et là, c'est à Paul Václavík que je pense. Vous savez qu'il est autrichien, il est né à Vienne en 1921. Donc, il a connu bien évidemment la guerre. Lui-même a été ensuite immigré aux États-Unis, où il a rejoint beaucoup de monde. Et ce que je souhaiterais dire en hommage à Paul Václavík, c'est que de s'appuyer sur le constructivisme correspondait pour lui à quasi une position politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul Václavík a lutté toute sa vie contre le totalitarisme, et que cette théorie de la connaissance qui relativise bien évidemment toutes les questions de vérité, y a-t-il une vérité absolue qu'il nous faut rechercher, qui nous échappe mais qui existerait en dehors de nous, tout cela tombe puisque nous apprenons grâce à cette vision du monde eh bien, que la vérité est liée à certains contextes, à certains moments, on va dire, très différents de la vie, et que nous n'avons pas, en quelque sorte, à nous battre sur des théories qui détiendraient la vérité absolue. Voilà le point de vue de Paul Václavík que je tenais à rappeler ici, parce que la plupart du temps, effectivement, on l'oublie. Donc, comme je vous le disais, le lien s'est fait par l'intermédiaire de la grande admiration de Kant pour Jean-Jacques Rousseau.
Alors, en général, c'est les profs de philo qui nous racontent ça, mais sur Internet, on le trouve aussi. Emmanuel Kant aurait dérogé à sa promenade quotidienne à la même heure et dans les mêmes endroits, une seule fois, pour aller acheter chez son libraire le Contrat social et l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'inégalité des hommes, parmi les hommes, qui date quand même de 1755, c'est bien avant la Révolution. C'est un autre, bien sûr, philosophe des Lumières en France. C'est un Suisse protestant, citoyen de Genève, qui va inspirer la Révolution française, donc par son contrat social, où il se montre partisan de la démocratie directe. Donc Jean-Jacques Rousseau s'attache à montrer qu'à la différence de l'animal, l'homme est perfectible. La perfectibilité de l'homme donnera lieu à une vision de l'éducation qui sera reprise par l'école de la République après la promulgation de la loi de la séparation entre l'Église et l'État en 1905. L'instituteur de la République préférera l'enfant qui est peu doué à l'enfant doué et souvent bien né, avec la formule fameuse que peut-être certains d'entre vous connaissent, écrite à l'encre rouge dans les marges des cahiers d'écoliers, ce fameux « peut mieux faire ». Voilà. Donc, formule qui montre la volonté d'éduquer et non de dresser, puisque l'homme est perfectible. Le concept de perfectibilité est à la source de notions actuelles très répandues, comme le développement personnel, l'évolution, le progrès, le travail sur soi, bien évidemment, qui aboutit en principe à un changement. Donc vous avez lu la citation de Jean-Jacques Rousseau, je vous la relis. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer cette différence de l'homme et l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c'est la faculté de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe toutes les autres et réside parmi nous, tant dans l'espèce que dans l'individu. Voilà, je trouvais que cette phrase non seulement était claire sur le concept, mais montrait aussi que Jean-Jacques Rousseau était un auteur. C'est une phrase qui est magnifiquement écrite. Alors, Sigmund Freud, c'est un passage important, le passage par la psychanalyse et par Freud, le créateur de cette... alors, science et art à la fois, qui a fait ses preuves tout au long de ce siècle et qui continue. Et Freud a écrit également sur la société. Il a écrit sur tout ce qui peut concerner aussi une certaine vision du monde. Et en ce qui concerne le concept de sublimation, je vais simplement vous en parler. Je crois qu'il y a... voilà. Oui, par exemple, ceci. Attendez, je la retrouve. Voilà, où il indique bien, n'est-ce pas, que la pulsion est dite sublimée dans la mesure où elle est dérivée vers un but non sexuel et où elle vise des objets socialement valorisés. Donc la pulsion, c'est... chez Freud, c'est à la limite du corps et du psychisme. C'est une tension qui se crée, qui a dans la petite enfance une tonalité, on va dire, sexuelle au niveau de la différence des sexes. Et cette pulsion, ces pulsions, il y a les pulsions de vie et les pulsions de mort, mais du côté des pulsions de vie, ces tensions sont extrêmement importantes et quand elles changent de but pour aller vers des buts valorisés, socialement, l'intensité de la pulsion est la même. C'est là-dessus, je crois, qu'il faut insister. C'est-à-dire que le changement de but de la pulsion n'enlève en rien son intensité. Donc, on va prendre le transparent sur Malaise dans la culture. On va passer directement à Malaise dans la culture. Voilà. Donc, c'est un ouvrage tout à fait remarquable de Freud qui tente une approche, on va dire, sociale,
concernant les névroses. Pourquoi les êtres humains du XXe siècle sont névrosés, et cela a sans doute des origines qui sont bien évidemment sociales, mais aussi vraisemblablement psychiques. Je vous lis tout simplement cette citation, parce qu'elle est tout à fait claire sur ce qui nous occupe aujourd'hui. En l'absence de prédispositions particulières prescrivant impérativement leur direction aux intérêts vitaux, le travail professionnel ordinaire, accessible à chacun, peut prendre la place qui lui est assignée par le sage conseil de Voltaire. Pour mémoire, le sage conseil de Voltaire, c'est le fameux « cultiver son jardin » de Candide. Il n'est pas possible d'apprécier de façon suffisante, dans le cadre d'une vue d'ensemble, la significativité du travail pour l'économie de la libido. Aucune autre technique pour conduire sa vie ne lie aussi solidement l'individu à la réalité que l'accent mis sur le travail, qu'il insère sûrement, tout au moins dans un morceau de la réalité, qui est la communauté humaine. La possibilité de déplacer une forte proportion de composantes libidinales, composantes narcissiques, agressives et même érotiques sur le travail professionnel et les relations humaines qui s'y rattachent, confère à celui-ci une valeur qui ne le cède en rien à son indispensabilité pour chacun, aux fins d'affirmer et de justifier son existence dans la société. L'activité professionnelle procure une satisfaction particulière quand elle est librement choisie et donc qu'elle permet de rendre utilisables par sublimation les penchants existants. Voilà, je m'arrête là. Je tenais à lire cette citation parce qu'elle nous montre à quel point il y a dans le goût pour le travail de chacun d'entre nous, de tout homme, quelque chose qui a à voir avec le désir, et donc il s'agit bien d'une nécessité psychique. Je vous remercie.